Bonjour les triathlètes, c'est Hugo du podcast Devenir triathlète X OpenTri et on se retrouve aujourd'hui pour cet avant-dernier épisode de l'année qui a un petit peu le goût de la dinde et des marrons. On est le 24 décembre aujourd'hui à l'heure où on publie cet avant-dernier épisode. Et on va parler un petit peu d'un sujet de saison avec Charlie, puisqu'au vu de la météo, nous sommes nombreux et nombreuses à reprendre les entraînements sur Home Trainer. Et c'est justement le sujet du jour. Alors si vous hésitez encore à franchir le pas ou si vous avez plein de questions sur le sujet, Charlie va détailler pour vous toutes les catégories, les typologies d'Home Trainer que l'on peut retrouver sur le marché. Les différences aussi, quel niveau de pente il faut, quelle puissance maximale faut choisir pour tel ou tel modèle. Il va aussi vous donner ses meilleurs tips, et croyez-moi, il en a beaucoup, pour passer un bon temps dans votre pen cave et avoir des séances les plus efficientes et les plus efficaces possibles. Et enfin, on parlera aussi des meilleurs logiciels pour gamifier vos séances d'entraînement. Là encore, on les a quasiment tous, voire tous testés sur le marché. Avant de basculer sur l'épisode du jour, je reviens très brièvement sur les dernières actus triathlétiques et même si on est au mois de décembre, il reste encore de belles courses. C'était notamment les championnats du monde 70.3 il y a quelques jours. Et chez les femmes, c'est Taylor Knibb qui remporte pour la 3e année consécutive la couronne de championne du monde 70.3 Ironman devant Kate Matthews et Ashley Gentle. Chez les hommes, une course encore dense et à un niveau incroyable avec Yellegins le Belge qui l'emporte en 3h32, un chrono stratosphérique devant Eden Wild et notre Français éternel Léo Bergère, sûrement l'un des meilleurs Français, toutes distances confondues tellement il est polyvalent sur toutes les épreuves de triathlon. Voilà, je vous souhaite un super épisode avec Charlie et surtout de très très belles fêtes de fin d'année. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, je vais essayer de me reculer un peu parce que je suis passé sur la chaîne YouTube et je trouve que j'ai un peu trop la tête dans l'écran. Donc voilà, je vais essayer de me reculer pour que vous ayez un petit peu plus de recul et pour que vous voyez le beau micro. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette des bonnettes aux couleurs de Devenir Tri, Charlie. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Salut Armano, salut tout le monde. Ça peut faire partie des nouveautés pour l'année 2025. Allez, go, on va se mettre ça comme objectif. Je pense pas que ce soit trop difficile à relever. Écoute, on a parlé la dernière fois pour notre dernier guide de la préparation de la saison 2025. Alors pour faire les choses de manière chronologique, d'abord on a parlé de la coupure. Est-ce que ça a un intérêt à la faire? Ensuite, on a parlé de la préparation de la saison 2025 où justement on a reparlé aussi de la coupure. Et puis on a aussi parlé de la prépa hivernale dans ce dernier guide. On s'est dit que pour continuer dans notre série de guides, ce serait peut-être pas mal de parler d'un outil que beaucoup de triathlètes utilisent. Pas moi, mais on pourra justement débattre sur le sujet, pour pouvoir continuer leur entraînement par tout temps, à savoir le home trainer. Mais est-ce que ça te branche, Charlie, de se lancer dans ce débat? Ouais, ça me branche. Ce podcast sort en décembre, probablement le mois de l'année où on va le plus l'utiliser. Donc ouais, ça me va bien. Entre les fêtes et la météo, il y a de fortes chances qu'il y ait une personne sur deux qui nous écoute et qui est en train de faire du home trainer. Donc c'est très bien. Ça permettra de poser les bases sur le sujet. Ouais, moi j'ai envie de dire que s'ils nous écoutent sur le home trainer, c'est pas bien. Il faut nous regarder. Parce que il y a la chaîne YouTube, ça fait 2 fois que je la place quand même. Vous pouvez voir nos trombines, comme ça, vous pouvez voir notre beau sourire, qu'on s'amuse bien quand on enregistre un épisode. Donc allez regarder, si vous faites du home trainer, allez regarder la vidéo, c'est plus sympa. Anyway, le home trainer. Kesako, qu'est-ce que c'est? Moi, je disais tout à l'heure sur le ton de la rigolade que je suis pas trop un adepte du home trainer pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que je préfère m'entraîner dehors, quel que soit le temps, oui, même en vélo. Enfin, je préférais. Et puis, du coup, ça fait peut-être, 15 ans que je suis pas monté sur un home trainer, donc ça va me permettre de me remettre à jour. Déjà, la première question, ce serait mais le home trainer, qu'est-ce que c'est finalement? Parce que j'imagine que ça a énormément évolué ces 10, 15, 20, 30 dernières années. Moi, je me souviens du synonyme du home trainer qu'on appelait les rouleaux. Ça a changé quand même, ça. Eh ben, écoute, ça existe toujours, hein. Il y a toujours des rouleaux. C'est probablement effectivement la version la plus ancienne des home trainers, mais ça existe toujours, les rouleaux. Bien connus des cyclistes, notamment parce que c'est facile à transporter et ça sert pas mal en échauffement. Mais, effectivement, on est passé sur des choses qui sont un peu plus avancées aujourd'hui. Des home trainers, il y a pas mal de catégories, il y a pas mal de budgets qu'on peut trouver sur le marché. Mais globalement, le point commun, c'est que le home trainer, c'est un outil
de torture, diront certains, en tout cas d'entraînement, qu'on place à l'intérieur de chez soi et qui permet de faire des sessions à vélo en restant chez soi, soit en fixant le vélo dessus, soit en le posant dessus, soit même parfois en étant directement sur un vélo complet. Ça, on en reparlera juste après, mais globalement, ça nous permet de continuer à nous entraîner en hiver, même quand il fait froid, même quand il pleut, même quand il fait nuit. Et ça, même quand il neige, même quand il verglace. Et ça, pour le coup, c'est un autre petit appel à la sécurité. Déjà, vous vous habillez, ensuite vous mettez un casque, et puis quand il y a du verglas, quand même. Hein, et puis, à moins que vous ayez des vélos avec des chaînes neige, mais bon, c'est quand même à éviter. Ouais. Et puis t'as raison, on peut peut-être commencer par ça. En fait, l'avantage du home trainer, c'est qu'il va vous permettre de pouvoir vous entraîner toute l'année et sur n'importe quelle plage horaire. Donc typiquement, ça sert certes quand il y a du verglas, il y a de la pluie, il fait froid, on n'a pas envie de sortir, mais ça sert aussi quand il est 17h30 comme ce soir et qu'il fait déjà nuit. Ça permet de pousser les sessions un peu plus loin. Et en plus, t'as raison, Arnaud, il y a aussi un avantage sécuritaire à ça, c'est que sur le home trainer, a priori, sauf si vous faites du rouleau pour la première fois, il y a peu de risques que vous tombiez. Donc ça, c'est aussi un truc qui permet de gagner quelques points plutôt que de sortir en soirée en plein hiver. Ouais, puis il y a aussi un aspect logistique. Tu le disais, on peut faire du home trainer de chez soi, voire si on a les moyens, l'envie, la capacité, pourquoi pas se ramener un home trainer au bureau. Et puis, ça permet de s'entraîner sans avoir cet aspect, ce côté aussi de toute la préparation qu'il peut y avoir autour, de transporter son vélo, ramener un vélo quand on veut faire du vélo le soir, quand on sort du bureau, mais que ce soit en mode vélo taf ou pas, ça demande un effort logistique. Se dire que soit on a la capacité d'avoir un home trainer et un vélo au bureau, soit rentrer à la maison, enlever ses vêtements, enfiler un cuissard et monter sur le home trainer, d'un point de vue logistique, préparation, ça facilite quand même pas mal les choses. Ouais, c'est clair, ça va beaucoup plus vite. À la fois, t'as raison sur tout le temps de préparation, sur lequel on n'est pas obligé de mettre 5 couches en plein hiver, d'allumer les lumières, de préparer tout ça, mais aussi sur le temps de séance. Parce qu'en fait, les séances sur home trainer vont être beaucoup plus... À durée égale, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses sur une séance de home trainer. En 1 heure, on est capable de rentabiliser et de faire une vraie séance de qualité sur home trainer, là où sur route, ça prendrait, pour faire une séance équivalente, toujours un peu plus de temps. Ouais, et puis il y a des aléas qu'on a sur la route, à l'extérieur, qu'on n'a pas en étant chez soi. Au-delà de l'aspect climatique, on l'a dit, au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est vrai que sur home trainer, quand on veut faire une session de PMA qui va durer 38 secondes, on fait une session de PMA qui dure 38 secondes. Sur la route, si tu pars pour faire une séance de PMA, même de 38 secondes, si tu as un feu à 22 secondes et que ce feu, il est rouge, c'est quand même mieux de t'arrêter plutôt que te dire j'avance, ça risque à mon avis de faire mal à un moment. Ouais, exactement. Tu parles des feux rouges, les stops, mais aussi des trucs même un peu moins intuitifs. Typiquement, 1 ou 2 degrés de descente sur une pente ou 1 ou 2 degrés de montée sur une phase de récup. En fait, ça rend l'effort beaucoup plus difficile à maintenir. Donc c'est aussi pour ça que les triathlètes je veux dire, les plus engagés dans leur préparation, ils font du home trainer, toute l'année, parce que, en fait, ça permet un effort qui est très précis, qui est très reproductible et qui permet de faire des séances totalement calibrées et de les faire correctement. Et de façon linéaire, on va dire. Alors c'est à la fois un avantage, parce qu'on va pas se leurrer, même si je taquine un peu, il y a quand même des avantages à utiliser le home trainer. C'est aussi peut-être un inconvénient si on en fait trop et si on se rapproche un petit peu trop des échéances et de la, entre guillemets, vraie vie du triathlète qui est de concourir en extérieur. Quoique, il y a aussi des compétitions en intérieur, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que le home trainer, est-ce que c'est adapté tout le temps, toute l'année, à toutes les saisons? Et là, on se rappelle de la période de Covid où on a été en France confiné pendant quelques mois et où finalement, la seule solution pour les triathlètes et les cyclistes, c'était de s'entraîner en home trainer chez eux. Est-ce que c'est la bonne idée? Alors, s'entraîner 100% sur home trainer, non, ce n'est pas la bonne idée. En fait, parce que pour respecter le principe de spécificité, c'est que on a besoin de se mettre dans des conditions réelles que seront celles de la compétition. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler aussi ses qualités de pilotage,
Pour les gens qui font du triathlon avec drafting, son placement dans un peloton, sa prise de relais, sa communication dans un groupe. Et en fait, tout ça, naturellement, on le travaille pas quand on est sur home trainer. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir, même en plein hiver, des sorties régulières, longues, dehors, pour maintenir ces capacités-là. Encore une fois, de pilotage, mais aussi des trucs un peu plus annexes, de la technique de pédalage. On peut certes la travailler sur home trainer, mais l'idée, ça va être aussi de la reproduire derrière en extérieur. Donc, gardez en tête qu'il y a ce principe de spécificité et que le jour de votre triathlon, vous serez dehors. Donc, il faut pas se couper de ça. Et j'ajouterai un dernier truc aussi, c'est que surtout pour les plus débutants, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont fait leur tout premier triathlon ou qui vont faire leur premier en 2025. Vous n'êtes probablement pas totalement habile sur le vélo. Et ça, c'est un truc qui s'acquiert avec le temps. Et donc, il faut sortir. Et donc, il faut travailler avec des gens autour de soi, dans un peloton. Encore une fois, de la prise de relais, de la prise d'information. Et ça, ça se travaille pas sur home trainer. Donc, c'est un savant mélange des deux, je dirais. Et puis, pour regarder le côté justement un peu négatif du home trainer, en tout cas de certains home trainers, on va repasser un petit peu en revue les différents types qui existent, mais ceux pour lesquels c'est le cycliste ou la cycliste qui décide de sa puissance et de son allure, on parle de ce fameux travail d'endurance, ce fameux foncier qu'on doit faire en hiver. Ça peut être parfois grisant, embêtant, mais grisant, de partir sur home trainer et puis de pédaler comme un bourrin. C'est peut-être plus difficile de faire ça quand on sort une fois par semaine avec le vélo et que on est confronté à des températures plus ou moins extrêmes, à des conditions climatiques qui sont pas au top. Et là, quand il pleut des cordes et qu'on sort quand même, se dire je vais peut-être pas rouler comme un bourrin, ça peut être une bonne idée. Et du coup, c'est l'occasion de travailler son endurance. On peut le faire sur home trainer aussi, si on est discipliné ou si on a un home trainer qui le permet, mais ça me paraît moins intuitif quand on est sur une machine de façon linéaire que quand on sort en extérieur. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est probablement le point de vigilance à avoir aussi, c'est que aujourd'hui, et on va en reparler après, avec les différents logiciels qui existent, les différentes applis pour, on va dire, rendre plus ludique l'expérience du home trainer, on peut avoir tendance à finalement faire des courses à chaque montée sur le home trainer. Vous trouvez des courses sur Zwift quasiment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça peut être tentant d'être toujours sur ce genre de format. Bon, le home trainer, ça s'inclut quand même dans une préparation qui est raisonnable, et donc faut faire de l'endurance, et donc faut pas aller se tirer la bourre tout le temps avec ses potes ou avec d'ailleurs des joueurs du monde entier. Donc ouais, c'est un vrai truc, c'est que ça peut inciter à mettre beaucoup d'intensité. Bon, clairement, il faut que ça rentre dans votre plan d'entraînement, donc parfois, il faut aussi savoir passer de longues heures sur le home trainer en Z1 sans trop forcer. Ouais, tu vois le côté, le bon côté, le côté positif là-dessus. Moi, je trouve que ça permet, comme quand tu t'entraînes en extérieur, en courant sur une bonne grosse ligne droite, bien plate, comme j'ai pu en connaître au Luxembourg. Pour ceux qui connaissent cette fameuse ligne droite qui va de Diekirch jusqu'à la frontière de Schengen. En gros, tu as 45 bornes de ligne droite le long de la Moselle. C'est dur, ça fait travailler la tête, mais justement, ça fait travailler la tête. Te dire que tu as une séance de 2 heures de home trainer à faire, si tu veux te faire vraiment mal et t'entraîner le mental, tu prends pas d'écouteurs, tu prends pas de tablette, tu prends rien et tu fais juste ta séance de home trainer. Je pense que ça, après, c'est aussi une façon de transposer ce travail mental quand tu sors en extérieur ou sur la course. Ouais, exactement. Puisque de toute façon, ce sont les conditions qu'on retrouvera en course. Donc, plus on s'en rapproche, plus on va travailler efficacement, c'est certain. Bon, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire comme ça, mais d'en faire certaines clés dans la prépa, c'est quand même bien. Bien sûr. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on passe en revue justement l'évolution des home trainers ces 10-15 dernières années. Ça me permettra de me mettre à jour. Ouais, allez, on passe rapidement sur les différentes catégories, ce que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Tu l'évoquais en intro, Hermano, le modèle le plus historique probablement, c'est les home trainers à rouleau. Donc les home trainers à rouleau, vous venez juste poser votre vélo dessus et vous commencez, la plupart du temps en se tenant au mur à côté de vous, à pédaler. Et ces modèles-là, alors
Ils sont bien parce qu'ils sont légers et qui peuvent être transportés un peu partout, qui sont très basiques, mais ils sont assez peu adaptés aux efforts plus intenses parce que aller faire du sprint sur un rouleau sur lequel l'équilibre est assez précaire, c'est pas donné à tout le monde, il faut un petit temps d'adaptation. Ils sont aussi assez peu connectés puisqu'on a pas mal de nouveaux modèles, de nouvelles typologies de modèles qui ont pris le relais ces dernières années, donc on en trouve encore quelques-uns des rouleaux connectés. C'est très bien pour travailler son habileté, mais si vous débutez ou si vous voulez être sûr de pas vous tromper, on va plutôt aller sur des modèles qu'on peut trouver un peu plus récents et un peu plus sécuritaires. Ouais, je visualise pas trop en fait. Enfin, moi je vois, mais peut-être ceux qui connaissent pas, juste pour avoir une idée, ça ressemble à quoi ces fameux rouleaux? En gros, ce sont, c'est un cadre avec un rouleau devant et un ou deux rouleaux derrière pour pouvoir poser la roue arrière. Et donc ça fait la longueur d'un vélo. Et puis vous posez votre vélo sur ces deux rouleaux. C'est comme si voilà, vous avez une grande palette, sauf qu'au lieu qu'il y ait du bois, il y a des rouleaux pour pouvoir poser le vélo dessus. Exactement. Et là, avec l'image, on comprend que c'est pas toujours facile à maintenir stable, cette histoire. Autre type, les home trainers, qu'on va appeler les home trainers classiques. Alors, si vous avez connu les home trainers il y a 20 ans, c'était probablement ça. Ce sont des home trainers sur lesquels on va venir clipper ou serrer la roue arrière. Et c'est elle qui est prise dans un espèce de triangle avec un rouleau qui va venir faire la résistance sur votre pneu. Donc ça, c'est un truc qu'on a beaucoup vu il y a il y a 10, 15, 20 ans. Ça, c'est pareil, c'est très abordable. Aujourd'hui, vous trouvez des modèles à moins de 100 € qui tiennent la route sur ce genre de technologie. Tiennent la route. Elle est pas mal, celle-là. Qui tiennent bien la route. Qui sont plutôt faciles à installer, mais qui sont la plupart du temps assez peu connectés. Donc encore une fois, on va vous parler un peu des applis après, mais ceux-là, ils sont assez peu connectés, ils sont assez basiques. Bon, c'est très bien pour mettre dans un appartement s'il faut retirer ça régulièrement, s'il faut bouger le vélo, c'est assez facile. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, et ce sont des modèles assez basiques là-dessus. Mais encore une fois, c'est un bon choix si on veut démarrer parce que le budget est pas très élevé et que on est à peu près sûr que ça va faire le taf. Étape suivante, ce qu'on a connu en termes de déploiement, ce sont les home trainers qu'on appelle à transmission directe, direct drive en anglais, sur lesquels on vient retirer la roue arrière du vélo et on vient la fixer le cadre donc sur un home trainer qui comporte une cassette. Donc vous retirez votre roue arrière et vous venez poser le vélo sur le home trainer. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus aujourd'hui sur le marché. Le gros avantage de ces modèles-là, c'est que la stabilité est parfaite puisque vous venez poser votre cadre sur quelque chose qui est au sol et qui est assez stable. Et puis surtout, la précision sur les données est bien meilleure que ce qu'on avait sur les modèles qu'on vous a présentés précédemment. Aujourd'hui, la majorité... Et puis autre avantage, on crame pas son pneu aussi. Ouais. Par rapport au modèle précédent, ouais, on crame pas son pneu, c'est sûr. C'est plus facile à utiliser, c'est plus facile à utiliser à haute intensité aussi parce que c'est beaucoup plus stable et encore une fois, ils sont quasiment tous connectés aujourd'hui sur le marché, donc ils sont compatibles avec la majorité des applis et en termes de réalisme, on gagne aussi largement par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a quelques temps sur des home trainers plus classiques, je veux dire. Ça, ces home trainers-là, c'est aussi les premières générations qui ont été connectées. Connectées, ça veut dire que les home trainers, d'une part, sont capables d'émettre des informations, typiquement la puissance que vous développez, mais ils sont aussi capables de recevoir des informations de la part d'un logiciel pour s'adapter. Donc, je prends un exemple très classique. Vous êtes dans Zwift, vous voulez monter l'Alpe du Zwift, qui est une reproduction de l'Alpe d'Huez. Quand vous allez arriver dans les premiers virages, le home trainer va adapter sa résistance pour simuler la pente. Donc ça, c'est aussi sympa comme expérience, c'est que c'est beaucoup plus réaliste et que si vous voulez vous entraîner sur des parcours un peu différenciés, avec du D+, par exemple, ça rend l'expérience plus rigolote et plus réaliste. Ensuite, sur ces modèles-là, l'étape d'après, c'est les modèles qu'on appelle tout en un ou les vélos home trainer. Donc les vélos home trainer, globalement, ça ressemble à ce qu'il y avait chez votre grand-mère. En tout cas, chez la mienne, il y avait ça, le vélo d'appartement.
Bon, sauf que Le vélo d'appartement David Douillet d'il y a 30 ans. Ouais, exactement. Sauf que le vélo tout en un de 2025, globalement, il coûte 2000 euros, quoi. Bon, petite différence avec celui de nos grands-mères. Mais surtout, il est capable de proposer un réalisme qui est incroyable parce que tout est là. Vous réglez la selle, vous réglez le guidon, vous réglez la résistance. Ils sont totalement connectés aux applis et vous avez, en fait, votre vélo qui reste là en permanence et qui permet d'avoir, l'une des expériences les plus réalistes qu'on puisse trouver. Avant peut-être de passer aux applis, je pense qu'on a fait le tour là, des types de home trainers qui peuvent exister. Ouais, j'ajouterais juste là-dessus que en termes de simulation, on peut aussi avoir des vélos, et c'est le cas avec le dernier modèle dont on parlait là, qui s'adaptent à la pente, c'est-à-dire qu'ils lèvent la roue avant ou qu'ils la descendent selon la pente, et ça c'est assez bluffant comme expérience. Ouais, justement, voilà, je voulais dire avant de passer aux différentes applis qu'on peut utiliser, il y a aussi des petits add-ons qu'on peut ajouter sur son vélo. Typiquement, on peut mettre un petit add-on sur la fourche avant, donc on enlève aussi la roue avant du vélo, on met ce petit appareil sur la fourche comme si on clipsait sa roue, et ça va permettre aussi de simuler une pente, une montée, une descente. Il y en a certains qui incluent ou pas un ventilateur, ça va permettre encore plus de réalisme quand on descend une pente ou alors quand on est contre vent. Enfin, il y a tout un tas d'applications et d'applications au sens pas que logiciel, mais il y a tout un tas d'applications qu'on peut trouver et tout un tas de petits appareils supplémentaires qu'on peut ajouter aussi pour ajouter de la diversité, pour ajouter un côté ludique et puis pour avoir cette sensation de réalisme aussi. Tout ça, ça n'empêchera quand même pas de prendre son vélo et de sortir. On le rappelle. Ouais. Même le jour où on sera tous dans le métaverse avec nos casques à faire du home trainer sur le Zwiftverse, on aura quand même besoin d'aller sortir pour garder quelques capacités de pilotage dehors. Et juste, ouais, tu l'évoquais, Hermano, point important, on va juste le dire là, mais le premier accessoire à acheter une fois que vous faites du home trainer, c'est un ventilateur. Il fait extrêmement chaud sur home trainer, et même dans un garage avec -5 dehors, vous allez voir que vous allez transpirer, vous allez finir en t-shirt. Le home trainer s'accompagne toujours d'un ventilateur parce que sinon ça devient une expérience beaucoup trop chaude. Ouais, je sais pas si c'est le premier accessoire que j'achèterais moi, parce que bon, déjà ça peut avoir un intérêt aussi, ça peut faire partie de l'entraînement, de s'entraîner dans des conditions où il fait chaud. Moi, j'achèterais comme premier petit accessoire qui coûte peut-être moins cher que le ventilo, surtout si on utilise l'entraîneur en intérieur sur un joli parquet. C'est tu sais, juste cette petite toile montée sur élastique qu'on va clipser au guidon à l'avant et au cadre pour récupérer les gouttes de sueur. Parce que faites du home trainer dans votre salon, si vous avez un joli parquet, il passera pas la saison. En tout cas, le parquet passera pas la saison. Ouais. Et vous peut-être pas si monsieur ou madame s'aperçoit de la chose. Ouais, t'as raison. Petite précaution. Ouais. Ça peut être un grand tapis de sol, un grand tapis de gym ou de protection home trainer qui est fait pour ça. Ça pour tout ce qui va tomber par terre. Et t'as raison. Cette petite protection pour le cadre aussi, parce que le cadre, il aime pas trop l'acidité de la sueur et ça peut très vite l'abîmer. Donc ouais, pensez à protéger ça. Et si jamais il y a de la sueur qui tombe dessus, pensez à vite nettoyer, à rincer le cadre. Ah ouais, parce que on s'épargne pas ça quand on fait des séances de home trainer, le nettoyage du vélo après la séance. Non, mais là cette fois-ci c'est pas la chaîne qu'on nettoie, c'est le cadre. T'as parlé pas mal de Zwift, c'est une des applis qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres. Tu nous fais une petite revue d'app. Ouais, alors très rapidement, on va vous en mentionner quelques-unes. On va commencer par Zwift, qui est la plus connue probablement. Zwift, ça vous permet de rouler dans un environnement virtuel, un peu à la manière d'un jeu vidéo, sur lequel votre personnage va se déplacer sur les parcours que vous choisissez, sur des parcours virtuels, un peu. Enfin, je veux dire, de très nombreux formats et de très nombreux environnements. Donc là, on est très proche du jeu vidéo. Le gros avantage de Zwift, c'est vraiment la dimension sociale où vous allez retrouver énormément de monde. Vous pouvez rouler avec des gens qui sont dans vos amis, dans vos collègues de club, mais aussi des gens à l'autre bout de la planète. Il y a des courses, des événements qui sont organisés, comme je disais, à chaque heure du jour et de la nuit. Donc là, vraiment, c'est celui qu'il faut choisir si vous voulez avoir une expérience un peu jeu vidéo, très ludique et très sociale.
Zwift, je crois, n'offre plus de période d'essai. Faudra vérifier, mais je crois qu'ils offrent plus de période d'essai actuellement. Il va vous falloir tester tout de suite en payant un mois, mais si vous voulez pas vous tromper, c'est un bon choix. Le seul petit bémol qu'on met, c'est il y a beaucoup de courses, mais ne les faites pas toutes, parce que il faut aussi faire des séances qui s'intègrent dans votre plan d'entraînement sur Zwift. Donc ça, c'est la partie pour le plus populaire et pour le choix que de nombreux d'entre vous vont faire. Après, on a pas mal d'autres systèmes où on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus réalistes, sur lesquelles vous allez rouler sur des vrais parcours. Donc des vrais parcours, je prends l'exemple de Rouvy par exemple. Sur Rouvy, vous allez courir sur des parcours réels, vous allez pouvoir les choisir. Vous allez même pouvoir parfois importer des traces GPX pour que, alors vous n'aurez pas la vidéo, mais pour que le parcours et la difficulté s'adaptent aux réalités de la trace GPX que vous avez rentrée. Vous allez avoir des choses qui sont un peu plus gamifiées, par exemple Be Cool, avec des expériences qui sont du parcours réel mais aussi des parcours virtuels. Vous allez trouver des choses un peu plus complètes, par exemple avec le Wahoo System. Wahoo System, c'est une appli où alors va y avoir des séances de cyclisme qui seront parfois basées sur des vraies courses, enfin des vraies images de peloton cycliste où vous avez votre caméra embarquée, vous êtes au milieu de la course. Vous avez, pour citer le partenaire de la FF3, des applis françaises comme Kinomap. Globalement, il y en a pas mal. On vous mettra en description de cet épisode un article qu'on a rédigé sur le blog d'OpenTree avec un petit comparatif, histoire que vous ayez tout ça. Mais voilà, vous avez la possibilité sur la plupart de ces applis de tester une semaine, un mois gratuit ou à offre de lancement. Donc, n'hésitez pas à en tester différentes pour trouver ce qui vous convient le mieux. Bon, écoute, on a fait une petite overview du home trainer. On a passé en revue les différents types de home trainer. On a regardé un petit peu les applis. On a parlé des cas dans lesquels c'était avantageux ou moins d'utiliser le home trainer. Peut-être que pour conclure, on pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on choisit tel ou tel type de home trainer. Pour les apps, on a compris, mais vraiment, pourquoi est-ce que je vais choisir un rouleau? Pourquoi est-ce que je vais choisir un home trainer complet? Pourquoi est-ce que je vais choisir un espèce de vélo d'appartement? Il y a aussi la mode des spinning. Enfin bref, quel type de home trainer et quelles caractéristiques de choix? Alors, moi, je commencerais déjà par se poser la question de ce qu'on attend comme facilité d'utilisation. C'est comme n'importe quel matériel, si c'est pas facile à utiliser, si vous n'avez pas les moyens de monter rapidement dessus, vous n'allez pas l'utiliser à son plein potentiel. Donc, est-ce que pour vous le plus facile c'est d'avoir un vélo entier qui reste toujours à la même place? Est-ce que le plus simple c'est de venir mettre un vélo très rapidement sur des rouleaux et de pouvoir démarrer tout de suite? Est-ce que vous avez un vieux vélo qui va pouvoir rester toujours sur un home trainer? Ça, posez-vous la question de quelle va être votre utilisation. Si vous habitez en appartement, vous n'aurez probablement pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui a un garage immense avec la possibilité de laisser son home trainer toujours en place. Donc ça, pour moi, le premier critère, c'est comment je vais l'utiliser et ce qui est le plus facile pour pouvoir monter dessus un maximum. La deuxième chose, c'est le prix, naturellement. Ça, chacun fera en fonction de son budget. Je le disais tout à l'heure, si vous voulez vraiment débuter avec pas cher, vous avez des home trainers wheel on, donc sur lesquels vous venez mettre directement votre roue arrière, qui démarre à 100-150 euros. Vous pouvez même trouver des bons modèles en occasion. Et on peut aller avec des vélos complets jusqu'à plus de 2000 euros. Donc là, voilà, le budget va vous permettre aussi de cibler une certaine catégorie de home trainer. Moi, j'ajouterais 2 autres critères après. Le premier, c'est celui du réalisme que vous attendez. Alors, plus on sera sur des modèles avancés, plus on aura du réalisme. Le réalisme, ça va jusqu'à, comme je vous l'ai dit, le home trainer qui adapte sa résistance, mais aussi qui adapte l'inclinaison du vélo. Alors, l'inclinaison de haut en bas, selon qu'il y ait de la pente, mais aussi l'inclinaison possible de droite à gauche pour vous permettre d'avoir un peu plus de flexibilité. Si vous voulez un modèle qui est absolument à la pointe du réalisme, ça va aussi influer votre choix.
Et après, le dernier critère, donc le quatrième, ce serait plutôt celui du silence, notamment pour les gens qui vivent en appartement. Le mieux, c'est quand même de choisir un modèle qui fait pas trop de bruit parce que très très vite, vous plus la machine, ça peut faire du bruit pour le voisin d'en dessous. Ouais, parce qu'il n'y a pas que la machine, comme tu l'as dit. Encore une fois, je reprends mon exemple d'appartement avec du parquet. Même si vous avez un modèle de home trainer super silencieux, au final, le fait de pédaler quelque part, les voisins d'en dessous, si c'est du parquet et si c'est de la structure en solive, ça va être difficile pour lui à supporter. Donc, si vous n'avez pas le choix, d'ailleurs, là-dessus, ça peut être un conseil qu'on pourrait donner, allez sonner chez votre voisin en dessous. S'il n'entend pas la sonnette, c'est peut-être bon signe. Mais sinon, négociez avec lui, des moments où soit vous pouvez faire du home trainer sans trop le déranger, ou alors des moments où lui, il sera pas là, enfin lui ou elle sera pas là, je sais pas, le mardi de 18 à 19, vous savez que c'est votre heure de home trainer parce que ils sont partis ramener les enfants à l'entraînement ou au cours de musique, quoi. Ouais, exactement. Mais ça, il faut le tester parce que très vite, sinon, ça peut devenir un enfer pour votre voisin et pour vous, quoi. Je conclurai peut-être en rappelant ce petit truc qu'on rappelle aussi à ceux qui vont pour la première fois à Hawaï. Si vous voulez savoir ce que ça représente en termes de chaleur et d'humidité de courir à Hawaï, et en particulier à Energy Lab, vous vous collez dans une toute petite salle de bain, vous ouvrez tous les robinets sur l'eau bouillante, vous attendez qu'il y ait un petit peu de vapeur, et là, vous collez le home trainer et vous faites une séance de home trainer allez, essayez de tenir 1 heure. Vous allez voir ce que ça va vous faire quand vous serez sur à Kona sur le vélo ou en train de courir. Ouais, on a une petite pensée pour Quentin Curbouco qui nous avait partagé cette astuce-là il y a quelques années, je crois, quand il préparait Hawaï. Ouais, c'est une bonne méthode, le home trainer dans la salle de bain. On pourra faire un podcast à part là-dessus, mais voilà, c'était une bonne technique pour s'acclimater. Ouais, pour ceux qui vont au Norseman, il y a les chambres froides, et puis pour ceux qui vont à Hawaï, il y a les chambres chaudes, mais il y a aussi, sinon, la bonne vieille salle de bain avec l'home trainer, ça revient moins cher. C'est plus facile à organiser aussi d'un point de vue logistique. Je sais pas s'il y avait d'autres points qu'on aurait pu voir, Charlie, ou pour aujourd'hui, on se dit qu'on a bien fait le tour. Ouais, on voulait rester sur un format court et direct. Je pense qu'on a réussi. On vous met en description de cet épisode quelques autres ressources sur le sujet pour que vous puissiez un peu creuser le sujet. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans un prochain podcast sur des idées d'entraînement, alors à vélo, en home trainer et dehors, mais ça pourrait être un axe à déployer ensuite. Ça marche. Écoute, merci beaucoup, Charlie. Bonne séance de home trainer. Moi, je vais filer sur autre chose ce soir. Merci, Armano. À bientôt. Salut. Ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!